Ouvert aux amateurs comme aux pilotes professionnels. Les uns viennent pour le plaisir de tourner à leur rythme, loin des dangers de la circulation routière. Les autres sont là pour des essais de mise au point parfois très complexes qui peuvent porter sur le moteur mais aussi sur les suspensions. Pour aller vite sur un circuit, il ne suffit pas de tourner l'accélérateur. 750 cm3, 160 chevaux pour 160 kg, beaucoup plus puissante qu'une moto de route mais plus lourde qu'une machine de Grand Prix, c'est un peu l'équivalent des voitures qui courent aux 24 heures du Mans. Michel Guerre est mécanicien. Christophe Guyot, pilote. Eric Offenstadt a été pilote moto jusqu'au début des années 70. Depuis, il a travaillé longtemps à la conception de suspensions et même de motos complètes. Aujourd'hui, il a pris du recul par rapport à la compétition, mais il continue de déposer des brevets. Pour lui, l'innovation n'a un sens que si elle sert vraiment à quelque chose. La moto est devenue beaucoup plus fine, quoi. Elle a tendance à... Au début, initialement, on avait mis ça sur le compte du fait qu'on avait diminué le déport. Ce qui fait qu'on est revenu à un déport de 5 mm. Et puis en fait, ça change rien. Non, parce qu'au contraire, c'est dans le bon sens. Normalement, vous auriez dû avoir moins de guidonnage. Non, mais ce qui est totalement ça peut être une question d'accord entre un ressort avant et arrière, qui fait guidonner, ça c'est une des causes les plus classiques. Oui, ça c'est classique. Le guidonnage, c'est une très désagréable tendance de la roue avant à osciller de droite et de gauche. En résumé, Michel et Christophe ont des problèmes de tenue de route. C'est pourquoi ils ont fait appel à Eric Offenstadt, qui a accepté de reprendre sa planche à dessin. En attendant des modifications plus importantes, Michel continue ses réglages sur la moto de Christophe. On parlait à peu près le même langage entre le pilote et le mécanicien, celui qui s'occupe de la moto. Et c'est souvent une affaire de... Enfin, disons qu'il y a deux moyens d'investigation, soit le moyen pas cher, c'est le moyen par l'intermédiaire du feeling du pilote, et puis des chronos quand même. Et puis le moyen plus onéreux, c'est l'acquisition de données, système d'acquisition de données avec des capteurs sur la moto. Mais on peut pas, de toute façon, même avec l'acquisition de données, on ne se passe pas de l'avis du pilote. On ne peut pas se passer du feeling pilote. On observe ça en Formule 1 aussi. Voilà, elle est prête à rouler maintenant. Le principal problème des pilotes de Grand Prix aujourd'hui, c'est de ne pas capoter par l'avant au freinage et capoter par l'arrière à l'accélération. Donc en fait, c'est presque plus du rodéo que du pilotage à l'heure actuelle, le Grand Prix. Vous imaginez si Schumacher était obligé de lever le pied à chaque fois qu'il accélérait et de lever le pied à chaque fois qu'il freinait pour pas capoter, se retourner dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'il ne serait pas très content après ses ingénieurs. En moins de 30 ans, la puissance des moteurs a presque quadruplé. L'efficacité des freins et l'adhérence des pneus ont aussi largement augmenté. Les pilotes devraient donc pouvoir compter sur des accélérations et des freinages bien meilleurs, mais à condition de garder les deux roues au sol. Car la conception générale des motos n'a pas beaucoup évolué depuis des décennies, notamment en ce qui concerne la fourche avant. Et disons que dans l'ensemble, une fourche qui a des tubes très inclinés comme ça, a plus d'angle de chasse qu'une fourche montée très verticale. Donc sur les motos de tourisme, en général, l'angle de chasse est assez important parce qu'on demande plutôt de la stabilité. Et sur une moto de Grand Prix, la fourche est très verticale parce qu'on demande surtout à une moto de Grand Prix d'être très maniable pour pouvoir prendre les virages très vite. La roue, elle se déplace suivant une droite qui est dans l'axe des tubes de fourche, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, comme sur une voiture, une montée verticale de la roue, mais la roue est obligée de reculer suivant cet angle quand la moto s'écrase. Ce qui fait que sur une moto, on a des variations d'empattement entre l'avant et l'arrière. Et ça, c'est évidemment un gros défaut parce que ça cause des surchauffes, usures de pneus et perte d'adhérence. Quand on est dans un virage blanc, on est sur l'angle, on est un peu sur des œufs pour accélérer, on a du mal à accélérer franchement. La moto tendance à partir. Et lorsqu'on fait varier un seul élément, on change énormément de choses en fait. Et il y a toujours une interdépendance entre tous les éléments. Et que c'est souvent un casse-tête à régler. Quand on va gagner en habileté, on perd en stabilité.
Si on perd en stabilité, c'est pas bien parce que donc on va rechercher à regagner la stabilité, mais si on en regagne, on perd en maniabilité. Une situation très inconfortable pour le pilote et son mécanicien. Eric Offenstadt les aidera peut-être à trouver un meilleur compromis, bien qu'il soit persuadé que la vraie solution passe par une remise à plat des principes de conception d'une moto. Il croit en une méthodologie rationnelle et pragmatique, on pourrait même dire scientifique, à l'opposé de la démarche empirique qui prévaut à l'heure actuelle. Disons qu'on intervient sur des choses qui paraissent simples et qui en fait font varier énormément de paramètres à la fois. Rien que sur la fourche, on peut trouver une douzaine de paramètres variables en fonction de son enfoncement et en fonction du cahier des charges lors d'un freinage ou d'une réaccélération. Alors l'ensemble de la moto, son assiette, la géométrie, les cinématiques de suspension, enfin, il y a beaucoup trop de paramètres pour que ce soit simple à expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'une cinématique de roue? C'est le mouvement que décrit l'axe de la roue pendant le débattement de la suspension. Ça veut dire qu'avec des suspensions élaborées, en fait, on peut faire le dessin de cinématique qu'on veut. Alors qu'avec une fourche télescopique, la cinématique est obligatoirement une ligne droite et obligatoirement avec un angle prédéterminé. Le principe de la fourche télescopique a été introduit dans les années 30. Rien d'étonnant à ce que, depuis, les ingénieurs aient imaginé des systèmes plus performants. Mais à de rares exceptions près, les constructeurs ne se laissent pas tenter par la nouveauté. En fait, les recherches en moto se sont arrêtées à l'époque où il y avait la Fior, la Elf, donc la moto que j'avais construite, la Butte. Maintenant, étant donné que les artisans, qui en fait ont tout trouvé depuis 25 ans, parce que quand on regarde une moto de Grand Prix, toutes les nouveautés viennent de l'artisanat, souvent français. Et entre le moment où il y a la première fourche inversée moderne, télescopique, avec Victor Palomo en 1976, et le moment où les Japonais l'ont fait, il s'est passé plus de 10 ans. Donc l'artisanat, en général, avait 10 ans d'avance sur les grands bureaux d'études. Et maintenant, comme l'artisanat n'a plus les moyens de faire des choses, il n'y a pratiquement plus rien eu de fait de nouveau depuis ces années-là. Ce qui bloque les idées, depuis toujours et dans toutes les industries, ce qui bloque les idées, c'est le monopole. Et à l'heure actuelle, on est dans un monopole japonais, puisque les Italiens se contentent de copier la technologie japonaise. La technologie japonaise, elle a copié la technologie européenne en arrivant il y a 35 ans, ce qui fait que ce monopole a fait qu'on est dans un monde bloqué. Tu t'étais occupé de trouver des plaquettes? Non. Le pire de tout, ça a été que les innovations comme la Elf, la Yamaha 1000 GTS, etc., comme elles ont été conçues d'une manière purement empirique, donc sans savoir à l'avance quel résultat elles allaient donner, ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont arrivés avec le proto, ils se sont dit, ah ben tiens, ça fait ça. Ce sont ces échecs-là qui ont confirmé... Ce sont ces échecs-là qui en fait ont encore plus bloqué dans une vieille technologie. Et comme ça, tu mets un disque, tu mets tout. Monopole, technologie figée sur des principes vieux de plusieurs dizaines d'années, la moto est en panne de vraies innovations. Pourtant, les idées neuves ne manquent pas. Mais le dialogue avec les constructeurs a bien du mal à s'établir et l'exemple d'Eric Offenstadt n'est pas unique. Alors comment imaginer une évolution majeure de l'industrie de la moto? Il faudrait qu'un jeune ingénieur avec des idées non préconçues débarque dans un bureau d'études et soit prêt à écouter toutes les idées nouvelles, pas forcément à les adopter, mais au moins à les écouter et à faire le tri. Il faudrait qu'il y en ait un seul dans le monde qui fasse ça. Ça suffirait. En attendant que les pièces dessinées par Eric ne soient fabriquées, Christophe et Michel continuent d'essayer de nouveaux réglages. La semaine prochaine, ils tourneront sur le circuit du Mans. Ça chauffera pas, puis ça sera beaucoup plus motivant. Puis on aura une référence.